Bonjour. Je voulais commencer en profitant d'un privilège qui est celui de l'âge, même si ça se voit pas trop. En 1976, j'ai été interne en psychiatrie. Et ça fait presque un demi-siècle. Et en vous écoutant ce matin, je me disais, mais si à 23 ou 24 ans, c'est-à-dire hier, j'avais assisté à une réunion de ce type, et si j'avais écouté toutes les communications qui ont été faites et celles qui vont être faites cet après-midi, je pense que j'aurais eu le sentiment d'être sorti d'un voyage interstellaire et d'être arrivé sur une autre planète. Je voulais vous dire ça parce que ce qui me fascine, c'est ce foisonnement et cette diversité des idées, des inventions, des innovations. Alors, ce qui n'a pas changé depuis 50 ans, c'est en tout cas certainement l'enthousiasme et la capacité de créer, d'inventer que vous portez et qu'on portait, désolé de vous le dire, également il y a une cinquantaine d'années. 1976, c'est une année importante, pas seulement parce que j'étais interne en psychiatrie, bien sûr, mais parce que trop souvent on pense que la politique en France, en matière de psychiatrie, se met en place en 1960 avec la sortie de la circulaire que vous connaissez tous. En réalité, c'est les années 70 qui vont être les années où véritablement la sectorisation va se mettre en place, et donc j'ai vécu cette mise en place et participé là où j'étais. Donc j'ai du coup vu aussi ce qui était avant la sectorisation, et les années 70 et les années où sortent les textes d'application de la circulaire qui vont permettre véritablement à la sectorisation d'exister. La question de l'innovation, elle a toujours été centrale dans cette politique. Dès le départ, on s'est toujours refusé à ce qu'on standardise ou normalise l'offre de soins psychiatriques de chaque secteur, et demandant à chacun après de redupliquer ce qui aurait été considéré comme le standard. Ce qui a été redupliqué, c'est le principe d'un découpage géographique que vous connaissez, 70 000 habitants qui a beaucoup évolué, bien sûr, les grands principes, la continuité du projet de soins, la diversité, la pluridisciplinarité des équipes, bien sûr, ça c'était le socle commun. Mais l'offre de soins elle-même, il n'y a jamais eu la volonté, et il y avait même la volonté contraire, de surtout pas la standardiser. Ceux qui étaient à l'origine de cette politique considéraient qu'au contraire, il fallait laisser la créativité et l'inventivité de chaque équipe, lui donner libre cours, afin que dans ce pays, 1000 fleurs fleurissent. Et d'une certaine manière, c'est quand même ce qui s'est passé. En tout cas, on en voit aujourd'hui le résultat, et on continue de le voir avec la multiplicité des expériences et des formules qui sont trouvées pour pouvoir mieux prendre en charge les patients. Je suis pas sûr que cette volonté de ne rien standardiser était forcément une bonne idée. Ça mériterait un débat. Mais en tout cas, c'est dans cet état d'esprit que le secteur s'est développé, mettant au centre de son développement la question de l'innovation. Mais l'innovation, pour moi, elle existe sous deux formes. Et au niveau du jury, c'est ainsi, on m'a fait l'honneur de présider, c'est dans cette logique-là que nous avons voulu concevoir les choses. Deux types d'innovation. Il y a l'innovation qui crée une organisation de soins, une forme de soins, des prises en charge que personne ne pratiquait, qui est nouvelle, et qui à ce moment-là a parti lié avec la recherche.
celle-là, elle a besoin, bien sûr, d'être encouragée, financée comme il se doit, pour que nous puissions améliorer, progresser et nos connaissances et nos pratiques. Et puis, il y a une autre forme d'innovation qui est en fait non pas la création d'organisations et de pratiques nouvelles, parce que ce sont des organisations et des pratiques que certaines équipes pratiquent déjà, mais en fait une innovation pour une équipe donnée qui n'avait pas adopté ce type d'organisation et de pratique et qui a besoin de se l'approprier, et donc d'innover pour elle-même. Ces deux innovations sont pour moi assez fondamentales et aussi importantes l'une que l'autre, et il est important de les soutenir et de les aider toutes les deux. Et c'est le choix qui a été fait par le jury, c'est donc de retenir des projets qui appartiennent à ces deux catégories d'innovation. Je vais vous donner un exemple, moi, qui m'a beaucoup frappé, alors toujours en utilisant mon privilège de l'âge. Il y a à peu près 35-40 ans, je pilotais un schéma départemental d'organisation de psychiatrie dans un département. C'était le premier département qui faisait ça. Dans ce département, on avait une méthode qui était ascendante. On partait des équipes pour faire des projets qu'après on inscrivait dans le schéma. Une des équipes qui ne voulait pas, n'entendait pas développer d'hôpital de jour. Donc, vous voyez qu'on était très loin des formules que vous avez évoquées. L'hôpital de jour a été conçu comme révolutionnaire par cette équipe. Bon, c'était il y a quelques années. Et donc, je me souviens de discussions avec l'équipe d'infirmières que j'étais allé voir pour essayer de les inciter à faire un projet d'hôpital de jour, et qui m'avaient expliqué que j'étais complètement en dehors du réel, que les malades dont ils s'occupaient étaient absolument incapables de sortir de cet hôpital et d'être pris en charge en ambulatoire et à travers un hôpital de jour. Bon, j'ai entendu tout ça, on a discuté, ils ont fini par faire leur projet, ils l'ont mis en œuvre. Il se trouve que 3 ans après, je suis invité à visiter cet hôpital de jour, je retrouve la même équipe qui alors là me tresse des couronnes de laurier en expliquant que vraiment jamais ils auraient cru que leurs patients pouvaient changer à ce point dès lors qu'ils avaient une autre logique de prise en charge qu'ils avaient pu développer. Tout ça pour dire que innover pour une équipe, c'est difficile parce que ça demande souvent de changer ses pratiques, et c'est fondamental parce que cette équipe va apprendre, va faire des découvertes. Donc tout ça, c'est des choses pour moi assez importantes, qu'on aide les innovations sous toutes leurs formes. Pour les aider ces innovations, il faut pouvoir les financer. Monsieur Lapalisse n'aurait pas dit mieux. Le système, c'est important de regarder les logiques de financement qui ont été les nôtres en France depuis aussi ce demi-siècle. Au départ, les établissements étaient financés par des prix de journée. Aucun intérêt de développer des innovations pour aller mieux dépister les patients, développer des équipes mobiles, puisqu'au contraire, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis, puisque vous avez moins de recettes. Vous faites sortir des patients, vous en avez moins de prix de journée, moins de recettes. Alors, il y avait bien un financement pour la partie secteur, mais lui, il était bloqué. C'était une enveloppe, donc il s'étendait pas autant que pouvaient s'étendre les activités qu'on voulait développer dans ce domaine. On passe au budget global au milieu des années 80 et un financement unique de toute la psychiatrie, qu'elle soit hors des murs ou à l'intérieur des murs. Dans un premier temps, ce dispositif de financement est complètement adapté au développement des innovations, parce que cette construction-là permettait de mettre en œuvre une sorte de phénomène de mécanique de vase communicant permettant de faire passer des moyens de l'intra vers l'ambulatoire, vers l'extra. Et c'était ainsi que les choses étaient décrites par les concepteurs de ce mode de financement. Donc le budget global, au milieu des années 80, c'est un puissant moyen pour pouvoir financer des innovations
en transformant l'hospitalisation temps plein et en pouvant utiliser les moyens qui ainsi pouvaient se dégager. C'était ça la logique de l'époque. Cette logique, elle s'est vite grippée. Elle s'est vite grippée parce que le budget global, son inconvénient, c'est aussi que c'est une enveloppe fermée. Et donc, il ne tient que très mal, qui ne prend que très mal en compte l'évolution démographique, l'évolution de la morbidité, l'évolution des pratiques. Et donc, il est arrivé à un moment où il était compliqué de faire fonctionner ce mécanisme de vase communicant. Dans certains hôpitaux, il a même fonctionné à l'envers. C'est-à-dire qu'on a vu des moyens qui revenaient vers l'intra-hospitalier. Donc, le fonds d'innovation qui a été créé, il y a donc effectivement il en est à sa 3e année. D'une certaine manière, c'est une solution pour arriver à dégripper cette mécanique du budget global et de l'enveloppe qui n'est pas adaptée à un moment donné à la nécessité de pouvoir développer de nouvelles formes de prise en charge et de nouvelles pratiques. Je dirais même, non seulement c'est un outil adapté, mais un peu tardif. Parce qu'on a quand même passé 35 ans avec un système de financement dont on s'est vite aperçu qu'il se grippait et qui ne permettait pas véritablement de soutenir le développement d'innovation. Et que ce mécanisme de vase communicant, il devenait de plus en plus difficile à faire fonctionner. Bon, toujours est-il que mieux vaut tard que jamais, ce fonds, là en tout cas, il était indispensable pour apporter disons, ce correctif à ce mécanisme d'une enveloppe qui bloquait les financements. Il va pas durer, comme cela vous a été annoncé par le directeur général de la santé, puisque le mode de financement de la psychiatrie va changer. Et ce changement du mode de financement de la psychiatrie va faire que dorénavant, une sorte de mini-enveloppe réservée à l'innovation va pouvoir se constituer dans l'enveloppe régionale globale que l'ARS va pouvoir répartir. Je vous passe les mécanismes de répartition qui vont prendre en compte notamment les caractéristiques de la population. Donc, plus de raison d'avoir un fonds national qui avait cette motivation-là quand il a été créé au départ, d'introduire corriger les défauts du mode de financement qui ne permettait pas de financer des innovations. Alors, on peut toujours trouver qu'il les a corrigés insuffisamment parce que les moyens étaient peut-être pas aussi importants que ceux qu'on aurait voulu pour le soutien de l'innovation, mais tout de même, 10 millions d'euros la première année, 20 millions la deuxième, 40 millions cette année. On ne peut pas considérer que c'est des sommes forcément négligeables. Et bien sûr, ces fonds-là ne permettent pas de résoudre, de soutenir tous les projets d'innovation qui peuvent être concoctés ici ou là. L'année dernière, je crois qu'il y a eu 178 dossiers qui ont été instruits retenus par les ARS. Il y en avait bien d'autres qui se présentaient par ailleurs et qui n'étaient pas encore assez mûrs. Mais globalement, ça fait quand même un nombre de dossiers qui n'est pas négligeable. Et sur tous ces dossiers, l'année dernière, 78 ont été retenus. Donc, je dirais 40% à peu près des dossiers qui avaient été présentés. Donc on n'est pas quand même dans l'épaisseur du trait, on est dans quelque chose qui n'est pas complètement inutile. Reste à savoir maintenant comment on va prendre le relais de cette initiative heureuse, le nouveau mode de financement qui va apparaître et qui lui fait d'emblée identifie la nécessité d'avoir une partie de l'enveloppe régionale qui sera consacrée à l'innovation. Donc, je dirais qu'on est dans une période intéressante, puisque
on a manifestement depuis 2 ou 3 ans un effort qui est bien ciblé sur l'innovation, qui devrait se prolonger avec la réforme du financement, mais il y a toujours des mais dans ces histoires d'argent, il faudra quand même être assez attentif à la manière dont va fonctionner ce nouveau mode de financement et qu'on ne se retrouve pas à nouveau avec les phénomènes qu'on a connus après, dans les années 90 et 2000, d'enveloppes fermées qui rendaient difficile ce mouvement et cette dynamique qui doit continuer d'alimenter la psychiatrie et l'évolution de l'offre. Donc, ça va mieux, mais il faudra regarder de près comment ce nouveau mode de financement va fonctionner. Un point qui va être essentiel pour justement exercer cette attention et je dirais cette surveillance dans le futur, c'est la question qui a été évoquée ce matin de l'évaluation. La question de l'évaluation des projets va être, est centrale et elle est centrale pour moi à 2 titres. D'abord parce que ça sera probablement un des éléments qui vont nous permettre de ne pas se retrouver avec une enveloppe consacrée aux innovations qui très vite sera complètement saturée de projets et continuerait de financer que ces projets-là, parce que on voit bien comment le risque que l'on court, c'est d'avoir une enveloppe régionale avec un financement, je dirais, de la psychiatrie ordinaire, entre guillemets, mais pas ordinaire, et puis une partie qu'on appellerait innovante, ça serait la psychiatrie innovante, avec une sous-enveloppe, mais qui, elle, bien sûr, très vite sera embouteillée. Et donc, si c'est à ça qu'on arrive, il est clair qu'on va être vite bloqué dans la possibilité de soutenir des projets nouveaux dans les régions. Donc, il faut absolument pouvoir évaluer les projets innovants pour qu'à un moment donné, ils sortent de l'innovation et deviennent une organisation et une prise en charge qui se diffuse. Et ça, c'est le deuxième élément important pour moi qui rend important la question de l'évaluation, pouvoir diffuser les innovations. Il ne suffit pas d'être heureux, satisfait de ce qu'on a pu inventer, créer. Il faut aussi que ensuite, quand on en a les éléments de preuve, on a pu analyser les avantages de ce que l'on a pu mettre en place, les impacts que ça peut avoir. Il faut absolument qu'on puisse faire école, que ça puisse être mis en œuvre par les autres. Bref, je dirais qu'il faudrait avoir l'innovation généreuse et pas la garder que pour soi. Et pour pouvoir avoir l'innovation généreuse, eh bien, il faut évaluer pour pouvoir convaincre, expliquer, précisément parce que adopter des pratiques innovantes, c'est pas si évident que ça pour des équipes, ça leur demande de changer beaucoup de choses dans leur pratique, et donc il faut absolument pouvoir les convaincre par des évaluations, sous la forme d'ailleurs de ce que vous faites aujourd'hui, qui pour moi est une façon d'évaluer les innovations que vous mettez en œuvre, en faisant savoir ce que vous avez fait, vos réussites, vos difficultés. Il y avait la Covid, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais ça sera plus facile. Quand on aura une situation différente, on pourra mieux apprécier les intérêts de notre affaire. Il faut pouvoir évaluer pour pouvoir expliquer, convaincre et faire en sorte que d'autres équipes s'emparent également de vos idées, ne les gardez pas pour vous, et qu'elles puissent à leur tour les mettre en œuvre. Et l'évaluation est vraiment au cœur de ce processus, sans lequel je crois qu'il n'y aurait pas grand sens au fond à développer l'innovation si on ne pouvait pas la diffuser. J'insiste sur ce point aussi parce que on a parlé aussi ce matin des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Ça a été un point central de l'intervention des 2 représentants de l'UNAFAM et de la FNAPSI, c'est-à-dire des usagers. En disant, bon, c'est très très bien, il y a des choses magnifiques qui se passent en France, portées par telle ou telle équipe, mais nous on aimerait bien en voir la couleur partout. Voilà. Et donc c'est sur ce point-là que je voulais conclure mon intervention, espérant vous avoir persuadé, mais je pense que j'avais là affaire à des convaincus.
puisqu'en venant participer à cette réunion, je pense que ces sujets-là vous étaient particulièrement sensibles et vous tenez à cœur. Merci Alain Lopez.